Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Rosine Monezero et Mohamedou Oumfa est avec moi dans ce studio pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Dans cette nouvelle édition, nous nous intéressons à l'asthme. Il s'agit d'une maladie non transmissible qui se caractérise par des crises récurrentes, des difficultés respiratoires, une respiration sifflante. Nous écouterons le témoignage d'un asthmatique. Je suis asthmatique depuis l'âge de 8 ans. Après avoir fait quelques crises, qu'on m'a diagnostiqué asthmatique, j'ai des difficultés à respirer, surtout la nuit. Je me réveille souvent en pleine nuit avec cette difficulté de respirer et certaines angoisses. Maladie inguérissable, jusqu'à ce jour, les asthmatiques doivent vivre avec des risques de crise durant toute leur vie. Que faut-il faire lorsque surviennent ces crises? Nous avons posé cette question à un expert. La première chose, vous déplacez votre malade dans un endroit où l'air passe suffisamment, vous pouvez le ventiler. Vous qui êtes personnel médical, vous pouvez lui prescrire la ventoline qui va l'aider avant qu'il arrive à l'hôpital. Pourquoi certaines personnes sont asthmatiques et pas d'autres? Quels sont les facteurs qui favorisent les crises d'asthme? Comment limiter les crises? Pour avoir toutes les réponses à ces questions, restez à l'écoute de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaoueda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Parlons tout d'abord de la lutte contre le VIH-Sida. L'ONU-SIDA a annoncé cette semaine que 3 personnes sur 5 qui vivent avec le VIH-Sida sont désormais sous traitement. C'est un grand progrès. Oui, Rosine, un progrès considérable car rien qu'entre 2016 et 2017, 2,3 millions de personnes supplémentaires ont eu accès au traitement. Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle à ce jour selon l'ONU-SIDA. Mais ce progrès cache mal le gap qui reste à parcourir pour atteindre les objectifs que s'est fixé l'ONU-SIDA. En fait, en 2020, l'ONU-SIDA vise à atteindre moins de 500 000 nouvelles infections. Or, à 2 ans de l'échéance, nous en sommes encore à plus du double. En 2020 également, l'objectif est d'atteindre moins de 500 000 décès liés au sida. Or, en 2017, environ 940 000 décès étaient liés au VIH-Sida. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour tenir les objectifs de 2020 et mettre un terme à l'épidémie à l'horizon 2030. Et que propose l'ONU-SIDA pour combler le retard afin d'atteindre ces objectifs? Trouver les financements. C'est une question centrale selon Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Il manque 7 milliards de dollars par an pour atteindre les objectifs 90-90-90, c'est-à-dire, Rosine, que 90% de personnes vivant avec le VIH soient dépistées, 90% des 10 personnes aient accès au traitement et 90% de ces personnes aient une charge virale indétectable. Or, il y a des craintes que ces financements baissent avec, par exemple, les États-Unis, l'un des plus gros contributeurs qui pourrait effectuer des coupes dans son budget. L'ONU-SIDA parle aussi de continuer la sensibilisation parce que la stigmatisation et la discrimination représentent toujours des obstacles dans la lutte. Selon une enquête de l'ONU-SIDA menée dans 19 pays, une personne séropositive sur 5 a déclaré éviter de se rendre dans un établissement de santé par crainte de la stigmatisation ou de la discrimination liée à son statut sérologique. Et l'ONU-SIDA parle aussi d'un meilleur accès au dépistage et au traitement pour les populations clés. Effectivement, Rosine, le rapport montre que les populations clés ne sont pas suffisamment prises en compte dans l'élaboration des programmes de lutte contre le VIH-Sida. Par population clé, il faut entendre les travailleurs du sexe, les homosexuels, les usagers de drogues injectables. Les personnes comptant parmi les populations clés ainsi que leurs partenaires sexuels représentent 47% de nouvelles infections à VIH dans le monde selon l'ONU-SIDA. Ce sont eux qui représentent les groupes les plus à risque de transmission de l'épidémie. En leur permettant d'être dépistés et d'avoir accès aux médicaments, la lutte deviendra plus efficace. En tout cas, Rosine, il y a des retards, mais l'ONU-SIDA garde espoir et pense qu'il n'est pas tard pour atteindre ses objectifs et mettre un terme à l'épidémie en 2030. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Parlons à présent de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Les autorités congolaises se préparent à annoncer la fin de l'épidémie. Tout à fait, Rosine. Suivant les recommandations de l'OMS, le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo a entamé un compte à rebours jusqu'au 24 juillet
pour marquer la fin de l'épidémie d'Ebola. C'est ce qu'a fait savoir le 17 juillet dernier la porte-parole de l'agence onusienne Fadela Chaïb lors d'un point de presse à Genève. Le ministère congolais de la Santé devrait donc déclarer officiellement le 25 juillet la fin de l'épidémie, car cela fera 42 jours, soit 2 fois 21 jours que le dernier malade a été identifié. 21 jours correspondant à la période maximale d'incubation, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'infection par le virus et l'apparition des premiers symptômes. En attendant, la surveillance reste toujours active et toutes les alertes sont examinées. Nous resterons vigilants, a dit la porte-parole de l'OMS. C'est donc bientôt l'heure du bilan. Et quel est le bilan le plus récent, Firma? Selon l'OMS, Rosine, sur un total de 53 cas de fièvre à virus Ebola signalés dans les 3 zones de santé de la province de l'Équateur, 24 personnes ont été guéries et 29 décès ont été déplorés. En outre, un vaccin expérimental a pu être utilisé après avoir été approuvé par les autorités congolaises. Il a été injecté à plus de 3000 personnes par les équipes de l'OMS et de l'ONG Médecins sans frontières MSF. C'est l'un des outils qui a contribué à contenir l'épidémie, même si ce n'est pas la seule solution pour lutter contre l'épidémie, a fait remarquer Fadela Chaïb. Près de 800 alertes ont été étudiées alors que 1706 contacts des personnes affectées ont été identifiés et enregistrés. Les activités de recherche de contacts ont été achevées le 27 juin. Merci Firma. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine, nous parlons de l'asthme. Il s'agit d'une affection chronique des voies respiratoires qui touche environ 235 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'une des particularités de la maladie, c'est que le patient ne peut être guéri complètement. Cependant, une prise en charge adéquate peut permettre au patient d'avoir une bonne qualité de vie. Comment et pourquoi devient-on asthmatique? Comment vivre avec cette maladie? Pour avoir les réponses à ces questions et bien d'autres, nous recevons comme invité le docteur Pascal Lokadi. Il est médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Il est au micro de notre correspondante Béro Matanda. Bonjour docteur. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de l'asthme. D'emblée, je vous pose déjà la première question. Qu'est-ce que l'asthme? L'asthme, il s'agit bien sûr de l'asthme bronchique, parce que dire ça, l'asthme tout court, c'est autre chose. Lorsqu'il s'agit de l'asthme bronchique, c'est une inflammation chronique des bronches. Comment se manifeste l'asthme chez les victimes? La manifestation clinique de l'asthme se présente avec plusieurs tableaux cliniques selon qu'on est en crise ou en dehors de crise. Mais les signes les plus généraux sont le gêne respiratoire. Vous avez la toux et les sibilances. C'est-à-dire quand un enfant est en train de respirer, il respire mal, mais vous avez les sifflements dans son poumon, généralement. Maintenant cette toux a une caractéristique, ou bien le gêne respiratoire très important. Souvent, c'est la moitié de deuxième nuit et oblige le malade en question de se réveiller. Et lorsqu'il fait un petit déplacement, même vers le salon ou à l'extérieur, vous pouvez avoir la chance de voir une réduction plus spectaculaire de la dyspnée gêne respiratoire. Quelles sont les causes les plus connues? Les causes les plus connues, ça c'est une question intéressante, parce que le plus connu c'est l'atopie. L'atopie, c'est cette capacité-là qu'une personne a. Telle personne peut produire les immunoglobulines IgE qui sont susceptibles de produire une allergie. Donc vous comprenez que l'asthme c'est une maladie immunoallergène. Donc la cause la plus connue c'est que reste une allergie. Est-ce que cette maladie est transmissible? Non, l'asthme n'est pas transmissible parce qu'il n'y a pas une bactérie ou un virus ou un champignon qui est à l'origine. Non. Vous comprenez? Allergie, c'est très sec, ce n'est pas transmissible. Comment venir en aide à quelqu'un qui fait une crise d'asthme?
Oui, pour venir en aide, là encore, il y a plusieurs tableaux qu'il faut se faire. Soit que quelqu'un fait l'asthme chez vous, à la maison, et que vous êtes une personne qui n'a rien, aucune connaissance médicale. La première chose, vous déplacez votre malade là, s'il a fait une crise dans un endroit où l'air passe suffisamment, vous pouvez le ventiler. Le deuxième réflexe, c'est de le conduire à l'hôpital. L'hôpital le plus proche, dans une salle d'urgence. Ils vont prendre les soins d'elle. Mais lorsque vous, qui êtes personnel médical, peut-être que vous êtes très loin, le premier geste, non seulement de la ventilation, mais vous pouvez lui prescrire le Ventoline, qui va l'aider avant qu'il arrive là où il doit être pris en charge correctement. Est-ce qu'il existe des moyens qui peuvent permettre à une personne d'éviter cette maladie? Des moyens qui peuvent éviter cette maladie? Non. Mais vous avez seulement les moyens qui peuvent faire que éviter les facteurs déclenchants. Parce que je vous ai dit que c'est une maladie immuno-allergène. C'est intrinsèque. Comment tu vas éviter une maladie intrinsèque comme ça? C'est difficile. Mais il y a des facteurs qui font que quand tu es exposé à tel allergène, tu vas développer une crise. C'est ces facteurs-là, c'est facile d'agir sur ces facteurs-là. Est-ce qu'on peut connaître ces facteurs, quelques-uns? Oui, les facteurs de risque sont très très nombreux et que lorsque vous avez un enfant asthmatique ou vous-même vous êtes asthmatique, votre médecin va toujours vous décrire, c'est ça. Vous avez par exemple la poussière, vous avez par exemple les odeurs, vous avez par exemple les infections des voies respiratoires supérieures, le rhume, les grippes comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. Chacun a sa spécificité. Mais du moins, ce que je cite là, les acariens, les trucs comme ça au niveau de la maison, peuvent être à l'origine de déclencher les crises d'asthme. Il est possible que la personne connaisse ce qui déclenche sa crise? Oui, peut-être pour la première crise, tu peux être un peu distrait. Mais lorsqu'on est déjà adulte, tu dois être au courant. Tu dois toi-même te rendre compte que parce que je produis un effort physique, je fais ça. Parce que j'étais exposé. Même un enfant, c'est les parents qui notent ça. Parce qu'on va te poser la question à l'hôpital, comment ça a commencé? Tu vas décrire. Ta description là constitue un premier signe, un premier pas, première manœuvre qui te permettent de dire, souvent s'il est exposé à tel facteur, il risque encore de développer la crise. Il y a lieu. Et par rapport aux odeurs, par exemple, tu peux vivre dans une parcelle peut-être où il y a des arbres, il y a des fleurs, où tu passes sur une avenue, où peut-être il y a des arbres ou une odeur qui déclenche ta crise. Est-ce qu'on peut connaître cela? Il y a un examen qui peut permettre à la personne de connaître ça? Oui, la science évolue tellement vite qu'il y a lieu. Il y a déjà des laboratoires à laryngologie qui peuvent faire. Vous pouvez un peu facilement vous donner toute une liste de produits ou de substances auxquelles vous êtes allergique. Il y a lieu à laryngologie. C'est possible. Guérit-on de l'asthme? Non, l'asthme reste une maladie toute la vie. On ne guérit pas l'asthme. La médecine et tout ce que nous faisons, c'est pour espacer les crises. Une maladie immuno-allergique. Il n'y a pas de traitement. On reste asthmatique toute la vie, comme les hypertendus, comme le diabétique. On reste hypertendu comme ça. Dernière question, docteur. Est-ce qu'un asthmatique a une alimentation particulière? Alimentation particulière, non. Mais alimentation particulière, ça peut être oui aussi, parce qu'on va vous éviter. On va vous demander de ne pas manger tout ce qui peut déclencher chez toi une espèce d'allergie. Par exemple, certaines personnes ne mangent pas les chenilles. Quand tu manges les chenilles, tu vas faire comme ça. Si c'est ce genre d'alimentation, certains enfants, par exemple, le bonbon, vous comprenez, quand un enfant mangeait tel bonbon, qui contient telle substance chimique comme ça, quand il réagit, il est déjà interdit, proscrit pour cet enfant-là, pour cette personne-là de manger ça. Mais de reste, il est une personne normale. C'était le docteur Pascal Lokadi, médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Kinshasa. C'est en République démocratique du Congo. Il était au micro de notre correspondante, Béro Matanda. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Écoutons maintenant le témoignage d'un asthmatique. Il s'agit d'un malade pas comme les autres, car
Kassongo Obin étant médecin. C'est depuis l'âge de 8 ans qu'il est malade, ou plus exactement que sa maladie a été diagnostiquée. Il avoue ne plus souffrir régulièrement de crises d'asthme. D'ailleurs, il a appris à vivre et bien connaître la maladie. Il a raconté son expérience à notre correspondante à Lubumbashi, Gabrielle Nina. Comment avez-vous su que vous êtes asthmatique ? Il faut dire que je suis asthmatique depuis l'âge de 8 ans et ça a été diagnostiqué à l'hôpital. C'est de là, après avoir fait quelques crises, qu'on m'a diagnostiqué asthmatique et j'ai commencé un traitement à ce sujet. Connaissez-vous les causes ou les raisons pour lesquelles vous avez développé cette maladie ? Les causes, en fait, vraies, on ne les a pas données, mais je pense que ça venait plutôt d'un terrain allergique. Quand je suis revenu d'Europe, je pense que j'ai développé ça du fait du changement de milieu. Le milieu dans lequel je vivais était différent et je crois que j'ai réagi au milieu et j'ai développé l'asthme. Faites-vous souvent des crises d'asthme ? Actuellement, je n'en fais plus très souvent, mais effectivement, j'en fais encore. Je souffre encore de crises d'asthme, mais je sais comment m'en prémunir maintenant. Et comment ça se manifeste et que faites-vous pour les atténuer ? En fait, les crises d'asthme actuellement, ce sont des crises où je ressens une gêne respiratoire, j'ai des difficultés à respirer surtout la nuit, ou je me réveille souvent en pleine nuit avec cette difficulté de respirer et j'ai une certaine angoisse. Pour atténuer les crises, j'utilise une médication qui m'a déjà été recommandée pour en fait casser les crises. Vous a-t-on interdit certaines activités ou certaines choses pour éviter de provoquer des crises ? On ne m'a peut-être pas interdit certaines activités, bien au contraire. Dès le jeune âge, on m'a demandé de faire plus d'activités sportives, notamment de l'athlétisme ou de la natation, pour permettre d'avoir une bonne capacité respiratoire. Ce qu'on m'a plutôt interdit, c'est certains milieux où je pourrais être allergique, là où il y a de la poussière, là où il y a du pollen, ou là où il y a des poils de chien. Et suivez-vous des traitements ? Actuellement, je n'en suis plus, mais il faut dire que pendant 10 ans, j'ai suivi un traitement de fond où je prenais un médicament régulièrement pour essayer d'atténuer les crises. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est asthmatique ? Est-ce que c'est la peur des crises ou les regards des autres ou l'idée de ne pouvoir jamais guérir ? Il y a le tout. D'abord, commençons par la fin, l'idée de ne pouvoir jamais guérir parce que c'est une maladie qu'on porte à vie. Et il y a aussi la peur de pouvoir avoir une crise qui peut ne pas passer. Il y a certaines crises qui sont, je peux dire, légères, mais il y a aussi des états de crise qui sont assez sévères, qui m'ont déjà amené à l'hôpital où le traitement était très intensif. J'ai dû rester à l'hôpital pendant longtemps et revenir dans ces situations-là, ça fait vraiment peur. Et quand vous étiez encore sur les bancs de l'école, est-ce que vous aviez eu ces complexes-là d'être asthmatique parmi tant d'élèves ? Oui, c'est vrai que sur le banc de l'école, on a toujours un peu peur, on se qualifie un peu fragile, on se sent un peu fragile et il faut dépasser tout ça. C'est vrai que c'était très difficile sur le banc de l'école parce qu'on ne pouvait pas faire du sport de façon intensive, de peur de déclencher une crise, de peur de faire une crise à l'école et qu'elle soit difficilement prise en charge. C'est vrai. Et aujourd'hui, il faut dire que vous êtes marié et vous avez toujours cette maladie en vous. Comment ça se passe en famille ? D'abord, il faut que la famille soit au courant. Ma famille est au courant de ma situation, de ma maladie, et elle m'aide en fait à éviter certaines choses. Évidemment, ils ont toujours un peu peur que je fasse des crises, mais ils me supportent et quelque part, ils comprennent mon traitement quand je suis en train de le prendre. Ils ne me regardent pas d'une certaine manière, ils ne m'étiquettent pas et ils me permettent de pouvoir avancer par rapport à cette maladie. Et que pouvez-vous dire aux personnes qui souffrent de l'asthme et qui sont entourées des gens qui le regardent différemment ? Donc, qui ne se sentent pas mis à l'écart, quel que soit le regard des gens, qui puissent plutôt chercher à faire un peu plus, à essayer de surpasser leur handicap, si on peut l'appeler de ce type-là, parce que le regard des autres les font passer pour un certain handicap, mais ce n'est pas un. Ils peuvent faire de grandes choses, qu'ils suivent leur traitement correctement, le traitement de fond ou le traitement de la crise. Après ça, je pense qu'ils pourront dépasser tout ça et arriver à vivre une vie tout à fait normale, une vie tout à fait saine. Nous remercions le docteur Obin Kassongo, un asthmatique vivant à Lubumbashi. Il répondait aux questions de notre correspondante Gabrielle Nina. VOA Afrique, votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être.
Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps? Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays? Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Aman Genkap, a une fois encore répondu à toutes vos questions. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, c'est en France. Bonjour docteur, je suis Dido Kaimbe, acteur de la société civile à Goma, au chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Docteur, je voudrais savoir, ces enfants nés avec le VIH-Sida peuvent-ils espérer un jour guérir de cette maladie? Y a-t-il des soins particuliers que ces enfants suivent afin qu'ils grandissent avec une santé de fer? Ce que je peux expliquer à cet auditeur, c'est que le traitement du sida connaît actuellement des innovations et une révolution certaine, notamment le traitement à base d'antirétroviraux. Grâce à ce traitement antirétroviral, lorsqu'il est pris précocement, à savoir que le dépistage doit aussi être précoce. Chez les enfants, le dépistage doit être fait dès la naissance par des tests de dépistage qui sont faits chez l'enfant, notamment par le dosage de la PCR du VIH qui est fait autour de 6 semaines de naissance de l'enfant pour savoir si cet enfant-là est effectivement infecté par le virus du sida. Lorsque les traitements par antirétroviraux sont donnés très précocement, ces traitements très efficaces qui permettent à ce que la charge virale soit quasiment indétectable. Et lorsque la charge virale est indétectable, ces enfants-là sont quasiment bien portants. Ces enfants grandissent avec un poids satisfaisant, ils grandissent avec une maturité satisfaisante et ils ne sont pas différents des enfants non infectés. Toutefois, ce traitement antirétroviral doit être bien suivi et ceci associé aussi à une bonne nutrition, une bonne alimentation, une bonne hydratation. Il faut savoir que le traitement antirétroviral doit être pris à vie et doit être pris de façon régulière. À côté de ce traitement médical, il y a aussi un suivi médical de l'enfant parce que l'enfant a des vaccinations. Il faudrait qu'il puisse bénéficier de ces vaccinations pour qu'il ne puisse pas attraper d'autres infections à côté. Et il faut aussi que cet enfant-là puisse bénéficier d'un soutien psychologique, d'un soutien social, qu'il ne soit pas victime de stigmatisation, que cet enfant ne soit pas victime de discrimination et que ces enfants ne soient pas abandonnés à eux-mêmes. Lorsque les enfants ont effectivement cet environnement qui comprend un bon suivi médical et un bon suivi psychosocial, c'est des enfants qui grandissent comme s'ils n'ont même pas été malades du virus du sida, c'est-à-dire qu'ils grandissent vraiment de façon efficace, de façon pleine, de façon normale, avec un bon poids et avec une taille tout à fait satisfaisante. Et c'est des enfants aussi qui grandissent avec une santé de fer parce qu'il y a un suivi médical et psychosociologique dont ils bénéficient qui est très appréciable. Bonjour docteur, je suis Moussba Olivier James de la République démocratique du Congo au Nord Kivu en ville de Beni. Comment expliquer que dans notre pays, la RD Congo, le taux de prévalence du VIH-Sida monte à flèche chaque année selon les statistiques, pendant que la prostitution n'est pas légalisée par notre gouvernement? Ce que je peux répondre à Olivier James, c'est que suivant la politique actuelle de prise en charge des patients qui sont porteurs du VIH, ces patients devraient tout de suite être mis sous un traitement antirétroviral. En fait, tout patient chez qui le dépistage du VIH a été positif devrait bénéficier d'un traitement antirétroviral. Il faut assurer dans tous les pays du monde entier une large couverture par les antirétroviraux. Ceci a un effet bénéfique dans ce sens que les antirétroviraux bloquent la multiplication du virus du sida et bloquent sa transmission à un tiers. Les patients sont porteurs du virus,
mais ce virus devient indétectable dans leur sang et ces patients-là, ces personnes-là ne transmettent pas ce virus-là à un tiers. Face à ce constat, il faut dire que les pays qui connaissent une augmentation du taux de prévalence vis-à-vis du sida sont les pays où les messages de prévention, d'information et de sensibilisation n'ont pas été bien perçus par la population, par le grand public et parfois par le corps médical qui souvent n'a pas compris que toute personne qui était porteur du virus du sida devait absolument bénéficier d'un traitement par antirétroviral. À l'état actuel de l'épidémie du sida dans le monde, il y a moins de nouveaux cas d'infection par le VIH, tout comme il y a moins de personnes infectées qui passent du stade séropositivité au stade sida maladie. Et ceci grâce à cette avancée thérapeutique majeure obtenue avec l'arrivée des antirétroviraux. Bonjour docteur, je suis Guy-René Kambaï, je suis à Kinshasa. J'ai une préoccupation. Je voulais savoir pourquoi il y a un taux si élevé des maladies cardiovasculaires, les AVC communément, et quelles sont les causes. Mais pourquoi? Parce que récemment, là, on n'en parlait pas. Enfin, à l'époque, on n'en parlait pas. Maintenant, là, ça devient tout un problème. Dans chaque famille, dans chaque quartier, presque, il y a une personne qui souffre de cette maladie. Quelles sont les causes et comment il faut le prévenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette maladie soit, si pas éradiquée, mais qu'on n'en parle plus? Guy-René a tout à fait raison, puisqu'il y a une trentaine d'années, on ne parlait quasiment pas de maladie cardiovasculaire ou d'AVC en Afrique. Mais aujourd'hui, on a tous les ans des millions de morts. Les causes sont très simples. La première cause est la mauvaise hygiène de vie. Notre mauvaise hygiène de vie qui est faite de malbouffe et qui est faite de sédentarité. C'est vrai qu'en Afrique, à l'époque, on allait au champ, on avait des activités physiques parce qu'on allait par exemple puiser de l'eau et tout ça c'était de l'activité physique. Alors que de nos jours, avec la modernité, avec la mondialisation, les populations africaines se sont également sédentarisées comme en Europe. Ce qui fait que la sédentarité est faisant le lit des maladies cardiovasculaires et notamment de ces facteurs de risque, dont l'hypertension, le diabète, l'obésité, le cholestérol, ces maladies cardiovasculaires ne font que s'amplifier en Afrique. La mortalité de ces maladies cardiovasculaires ne fait que s'amplifier en Afrique. Comment les éviter? Le conseil que je peux donner à Guy-René, c'est dans un premier temps de l'information. Parce que très souvent, c'est l'ignorance qui nous tue. L'ignorance des facteurs de risque et des bonnes règles d'hygiène. Donc, pour lutter contre ces maladies cardiovasculaires et surtout les prévenir, il faudrait lutter contre la malbouffe, lutter contre la sédentarité et organiser un dépistage précoce des facteurs de risque, dont l'hypertension artérielle, que moi je qualifie du tueur silencieux, mais également du diabète, de la surcharge pondérale, du cholestérol, éviter le tabagisme, consommer de moins en moins d'alcool. Malheureusement, on constate que nous consommons de plus en plus d'alcool en Afrique et ça aussi, l'alcoolisme est une cause de maladie cardiovasculaire. Et si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous vous informons également qu'il existe une version télé de ce programme. Elle est diffusée tous les mercredis sur la page Facebook de VOA Afrique et sur nos télévisions partenaires. Et c'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à l'asthme. Il s'agit d'une affection chronique des voies respiratoires qui touche environ 235 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Pascal Lokadi. Il est médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Kinshasa en République démocratique du Congo. Il nous a expliqué pourquoi certaines personnes sont asthmatiques et comment vivre avec la maladie. Nous avons également écouté le témoignage du docteur Aubin Kassongo. Il est pédiatre et asthmatique depuis l'âge de 8 ans. Il nous a raconté sa vie de malade. Nous leur disons merci. Merci aussi à Firmin Koyaweda qui était là pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé.
Merci à nos différents correspondants à RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Véro Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Tiro et de Carl Stanley qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Mamadou Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Monezero. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.